Paris, comme l'a dit Catherine, ça a été une sorte de déflagration. Voilà, tout d'un coup, on s'est dit, tiens, on a le droit d'avoir des idées, et en plus de les mettre de les présenter publiquement. Je pense qu'il y a des zones qu'il faut encore et qu'il faudrait, je dirais, prioritairement accompagner le projet. La vallée scientifique de l'Aveyron est un bel exemple, mais les villes moyennes, cette question de la zone dense et de la zone mixée. Moi, je discute avec le préfet Cadet, il me dit, mais pourquoi vous avez tellement documenté la zone dense et pas à l'intérieur de la limite métropolitaine? Il y a une question d'âge dans les territoires. Celle dont parle Jean-Yves Le Bouillonnec, elle est plus ancienne que celle qui a été créée à partir de la planification des années 60. Donc les villes nouvelles, elles sont plus récentes. Donc comme je dis, on n'a pas besoin des mêmes médicaments. Donc il faut juste réfléchir comme ça. C'est pas qu'il ne faut pas, il faut mener des projets. Il est important. Le réseau des villes moyennes a besoin de projets. La Grande Couronne n'a pas mené de projet collectivement. Les maires de la zone dense, d'accord, il y a eu cet effet métropole, mais ils se sont parlé. Et les projets les ont accompagnés, ils ont tous répondu présent. Il n'y a pas eu de discussion. C'était une espèce d'évidence. Et ça a rendu un territoire hyper attractif. 131 maires qui, en fait, ne remettent pas en cause, par des débats sans fin, une proposition. Voilà. Ils se sont emparés et ils y vont. Et réinventer la Seine, ça a été pareil, ça a été les 3 villes. C'était Paris, Rouen et Le Havre. Et donc c'est ça qui fait tilt. Et l'autre jour, moi je voyais des gens de Sénart, et je leur disais, mais pourquoi vous ne faites pas avec vos voisins? Pourquoi vous n'inventez pas des projets Grande Couronne avec ces territoires différents? Alors c'est vrai qu'on est dans ces schémas de grande planification, les SDRIF ont vraiment favorisé les cônes. Il y avait le GPE en 93, mais le système en cône est venu juste après. Et du coup, c'était comment, en fait, l'imaginaire et l'attractivité parisienne diffusent. Mais si on inventait un système vraiment multipolaire, on pourrait imaginer que chaque endroit diffuse, à partir de ce qu'il est. Et de ce qu'ils sont, on est quelque chose. On n'est pas toujours ce que veut être l'autre, on est soi-même quelque chose, comme chaque citoyen, comme chaque étudiant, comme chaque personne. Voilà. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et moi j'espère que Nemours, Fontainebleau, Évreux, Évry, Cergy, tout ça, ça va commencer à mailler. Parce qu'il y a des manières d'habiter dans ces territoires qui sont différents. Ils ont du terrain, ils ont des équipements, ils ont de l'accessibilité. Elle est différente, les modes de vie sont différents. On nous dit tous les jours télétravail. Moi je dirige une entreprise de 90 personnes. Télétravail. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à Chartres, qui sont au bureau, qui sont ailleurs, qui vont travailler chez eux. Et ça va donner des nouvelles choses. Et je ne suis pas en train de penser naïvement, c'est pas une politique de bisounours, hein. C'est juste qu'à un moment, le désir de ville, il fait partie de ça. Tout ça vient nous donner de nouvelles pépites. Et qu'on les prenne, Voilà, c'est tout. Alors, je souscris tout à fait à ce que vous dites, et je pense qu'on peut aller même un peu plus loin. Moi, je pense que dans le contexte métropolitain grand parisien, en réalité, on a déjà l'ordonnance. Alors après, évidemment, il faut donner les bons médicaments, mais on est dans un contexte de marché ultra tendu, avec des promoteurs puissants, qui jouent le jeu, des espaces très attractifs. Déjà, en effet, si on va sur les villes moyennes, on va dire de Grande Couronne, bon, il y a sans doute une carte à jouer, mais j'ai envie de dire, allons plus loin et parlons des territoires comme les villes moyennes au sens historique, hein, Nevers, Châteauroux, Moulins. Moi, je crois que c'est là qu'il y aurait besoin. C'est là qu'il y aurait besoin de réinventer, parce que c'est là qu'il y a besoin d'innovation, parce que il n'y a pas de promoteur derrière, là il n'y a pas d'ingénierie territoriale comme à Paris, il n'y a pas voilà, des ressources à la fois matérielles, techniques et financières qui sont celles du Grand Paris. Et donc je pense qu'il y a un enjeu absolument majeur à écrire des ordonnances pour ces territoires. Bref, en fait je crois que je voulais dire que ça, donc je vais passer... Comment ? Oui, voilà, pourquoi j'ai oublié la salle, mais c'est, je veux dire, l'école d'urbanisme de Paris travaille sur le Grand Paris, mais a aussi développé toute une expertise, je voudrais le rappeler, sur ces villes dites petites et moyennes, et qui ont beaucoup plus de potentialité qu'on peut le croire, en effet. Oui, alors moi je voudrais revenir au titre de la table ronde, et je suis très contente qu'on s'en soit éloigné finalement, une géographie névralgique, parce qu'en fait, ce qui a été névralgique dans cette opération pour la métropole, c'est la démarche. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet catalyseur. On a mis les gens autour de la table qui ont accepté, on leur a fait une proposition
ils l'ont accepté, et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est mis en marche. Donc je crois qu'il faut très humblement en rester là. On est un peu étonné du succès, on s'est pris au jeu, c'est vrai, parce que ça a fonctionné, et on se dit, alors moi très sincèrement, je ne sais pas si à Châteauroux, à Nevers, etc., je pense que l'imagination elle est assez diffuse sur le territoire, c'est juste une façon de mettre tout ça en orchestre. Donc après, il appartient, et moi je le revendique, aux responsables politiques de se saisir de tout ça. Voilà, je suis désolée, avant la métropole du Grand Paris, c'est pas une grosse réflexion de sciences politiques sur la métropole institutionnelle, etc. Il y a une métropole qui fonctionne bien, qui fonctionne pas bien, on ne discute pas de son périmètre, on discute des interactions, et il y a des gens qui sont d'accord pour se mettre autour de la table et pour jouer finalement le jeu de l'intelligence collective. Et ça, je pense qu'en France, ça existe partout. Moi, j'aime pas trop les systématisations. D'un côté, ça fonctionne, de l'autre côté, ça fonctionne pas. On voit très bien, il y a des petits villages qui sont capables en montagne de se mettre en réseau et de proposer un urbanisme qui est très dynamique, une fonction d'économie circulaire qui plaît beaucoup. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut regarder les choses de façon très décomplexée, mais en même temps de façon très pragmatique. Voilà. Inventons la métropole du Grand Paris, il n'y a pas d'histoire de géographie de Paris. Peut-être, une fois que les projets se seront installés et se seront ancrés dans le territoire et tout ça, on verra. Mais là, voilà, regardons tout cela et avançons, comme on dit en matière équestre, calme et droit. Et puis voilà. Merci pour cette conclusion. Oui, sur le territoire de la ville capitale, j'ai voulu montrer tout à l'heure qu'on est imprégné et encerclé par le projet institutionnel et donc sa dimension politique, alors qu'en réalité, tous les chemins qui ont été utiles et nécessaires se sont extraits de cela. Et le mouvement, il a commencé avec deux initiatives, une de l'État, les ateliers du Grand Paris, qui a ouvert les yeux à beaucoup d'entre nous, et une deuxième qui a été initiée par Bertrand Danoët, maire de Paris, qui dit « Je discute avec de l'autre côté du périphérique ». Ce sont deux réalités de nature différente, mais qui se sont, bien entendu, éloignées totalement du processus institutionnel. Et ce qui est étonnant, si vous regardez le nom, parce que actuellement on est dans une situation où Paris se craint un peu, certains, on en a cité un tout à l'heure, traduit une crainte de quel est le devenir de Paris dans un développement de son environnement extérieur. Crainte légitime. On a une responsabilité du territoire et ses habitants. Mais dans le même temps, quand vous regardez, si on écarte la liste, on prend la liste des 12 noms de territoires, on écarte Paris. Sur les 11 autres territoires, 7 ont mis dans leur libellé ou Grand Paris ou Paris. Tout en disant, qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de choses. Ça signifie que le vrai problème, c'est que les territoires qui entourent Paris ont besoin de Paris dans tout ce qu'il est, y compris au niveau mondial, premier lieu touristique du monde. Enfin, donc nos communes n'existent que par Paris. D'ailleurs, moi, tous les gens que je reçois, ils viennent me voir parce que j'ai un beau sourire, des beaux yeux, la plus belle ville du monde, mais ils viennent surtout voir Paris qui est juste à côté. Donc, du coup, je suis obligé de leur dire que Paris est ma banlieue. Mais c'est une manière de concevoir les choses. Parce que ça la responsabilise par rapport à moi, et ça me responsabilise par rapport à ma banlieue. C'est pour ça que je parle de cette manière un peu folklorique, mais qui en réalité traduit d'autres réalités. Et le débat entre Paris et la banlieue n'est pas un débat unilatéral entre Paris et telle ou telle commune. Avant, ça se passait quand Paris décidait de changer un sens interdit, et puis attendait 3 mois que ce soit la Révolution à Montrouge ou à Saint-Denis pour dire, mince, on aurait peut-être pu leur poser la question avant. Aujourd'hui, on n'est pas seulement dans ce débat, on est dans qu'est-ce qu'on fait tous ensemble avec Paris. C'est ce que nous avons initié, nous. Nous avons été débattre avec Paris, et à la Vallée Scientifique de la Bièvre, on a toujours eu des débats avec Paris, y compris qui s'est traduit par ce fameux cône, en fait. Parce que le cône sud, Vallée Scientifique, Santé, il commence sur les rives de Seine, à l'intérieur de Paris. C'est ça d'ailleurs que le résultat fait. Donc, pour moi, la vraie exigence, c'est réinventer comment visiter ces grandes questions de l'aménagement, de l'urbanisme, dans l'idée qu'ils doivent d'abord servir la vie des gens, les manières de vie, et donc l'améliorer, et donc la faire progresser, tout en étant dans une intelligence
pas facile à construire, pas facile à acquérir, intelligence qui conduit effectivement à partager les problèmes, les siens avec ceux des autres, et en réalité, ne construire une solution que quand, et c'était un peu notre devise dans notre aglo, on disait toujours, tu as un problème, nous avons un problème. Et moi, je crois que si on peut visiter, vous voyez que je mets là des institutions, moi qui fais trois mandats de député, où je peux vous dire que je vous en ai fait sur toutes les couches, sans aucun problème. La métropole de Brest, parce que ça c'est mon amour, bien sûr, le dialecte, vous voyez ce que ça veut dire. Mais Brest, bien entendu que c'est pas une métropole. Sauf que quand la ville de Brest vient poser le problème, c'est que c'est une ville où vous n'allez pas, si vous n'avez pas besoin d'y aller, ce qui réduit énormément les possibilités d'y aller, parce que c'est au bout du chemin. On ne va pas plus loin, on ne passe même pas à Brest, après vous nagez. Et du coup, la problématique des élus, elle était totalement compréhensible. Il y a un département du Finistère qui va de Quimper jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Et puis Brest est au bout, il n'y a plus la Senal, il n'y a plus tout ça, même les sous-marins ne passent presque plus là. Et du coup, les élus de ce territoire, et si vous allez voir aujourd'hui, le seul fait d'avoir parlé de la métropole a changé leur aménagement. Allez visiter avec ça. Et si je vais vite, mais c'est assez intéressant parce que la seule imprégnation d'idées d'une métropole, Brest métropole, a transformé, y compris le regard des gens. C'est assez étonnant, je connais un peu ces points-là, et je vous assure que c'est vrai. Ceci étant dit, bien entendu que ce n'est pas une métropole, mais on a réordonné la capacité de Brest à discuter, notamment avec le département, pour être très clair, et à ordonner les compétences. Avec tout mon respect, c'est tout petit peu contradictoire puisque vous nous dites que pour Brest c'était une réponse institutionnelle qui a permis. Mais elle n'est pas. Alors juste avant vous venez nous dire il faut s'affranchir. Mais c'est justement la difficulté. C'est justement la difficulté. Non, d'accord. Je prends rendez-vous avec ceux qui veulent tout à l'heure à un café. J'explique pourquoi ils se trompent et pourquoi j'ai. Rapidement. Juste un dernier mot aussi, peut-être dans ces débats, parce que dans cette articulation entre la métropole et politique urbaine, se pose aussi la question des échelles intermédiaires. Je voulais aussi introduire cette dimension qui était aussi dans le thème de la table ronde, parce que je pense qu'il pourra aussi alimenter le débat. On a, dans le cadre de la conférence des projets de la VSB, avant la fin de l'année dernière, organisé une matinée de travail avec l'ensemble des lauréats des 6 projets qu'on a retenus, parce qu'ils étaient en cohérence par rapport à la démarche de la VSB sur notre territoire. Et donc les porteurs de projets, les promoteurs et les architectes sont tous venus, et donc en présence des maires, et nous ont présenté leurs projets. Et on a rêvé. On a rêvé parce que vous avez les belles images qui sont dans le catalogue. On a vu effectivement un territoire avec des nouveaux équipements très séduisants, très modernes, très beaux, qui allaient transformer effectivement le territoire. On a rêvé. Et puis est intervenu, parce qu'on a aussi fait intervenir, il était porteur d'un autre projet, non pas un lauréat, mais une grande opération d'urbanisme sur le territoire, Bernard Reichel, qui est un architecte urbaniste que vous connaissez, qui a l'expérience, qui a du métier, et qui nous a dit, bon, tout ça, ça va maintenant se mettre en œuvre, ça va prendre du temps, ça va, pris un peu la métaphore de la cuisine, ça va mijoter, et je vous préviens, à la cuisson, ça va réduire. Donc là, on a rêvé, et tout d'un coup, effectivement, on est revenu face à certaines réalités. Donc je pense que le bilan d'un métropole, qu'on peut faire maintenant au travers de la démarche, qui est un succès, on va le faire dans 5 ans, dans 10 ans, quand les projets seront faits. Et le bilan ne sera pas le même. Et donc ça pose des questions. Et je pense que ça pose du coup l'enjeu des échelles intermédiaires type vallée scientifique de la Bièvre. Parce que les questions qui se posent maintenant, c'est les questions de la traduction opérationnelle. Un point aussi que j'indique, c'est que les projets à phase candidature ont été portés par les développeurs. Et maintenant, ils changent de main, dans les opérateurs, ils vont passer chez ceux qui sont les réalisateurs pour l'immobilier. Donc ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs, donc ils vont, refaire tourner un peu les projets, les propositions, plans financiers. Donc il va falloir effectivement s'assurer que ce qui a été présenté donc, au choix du jury sera ce qui sera mis en œuvre effectivement. Il y a des enjeux de cohérence par rapport au territoire. Donc à l'échelle d'un grand territoire, mais même pour chacun des sites, isolément, comment ceci va interagir avec les politiques urbaines de l'habitat, comment ceci va interagir avec les autres projets. On a sur notre périmètre, donc ça a été un petit peu inspiré par les marges de l'ESD,
dans les 5 projets, des résidences étudiantes, des espaces de coworking. Alors c'est fabuleux, ça peut être un formidable effet de levier pour le campus de la VSD. Je rappelle que sur le plateau de Saclay, les directions publiques d'aménagement développent 3 grands espaces d'incubation. On en a 3 là, qui sont portés par des opérateurs sur notre périmètre. Donc pour le campus VSB qui est articulé sur Saclay, c'est un vrai outil. Mais comment ceci maintenant va se mettre en œuvre en articulation avec les acteurs, en lien avec l'Université Paris-Sud, qui en a besoin, avec les opérateurs qui sont dans le territoire ou avec d'autres, ou est-ce que ça va se faire sans répondre vraiment aux besoins des acteurs locaux? Donc il y a, je veux dire, maintenant un travail important, et notamment aux échelles intermédiaires. On parle de la VSB, je pourrais parler de Marne-Europe. Il y a pas mal et représenté le projet Marne-Europe. Il va se mettre en œuvre, il peut être stratégique dans la structuration économique de l'Est parisien, à condition que sa programmation continue de se travailler en lien avec la Cité des Cartes, en lien avec Noisy-le-Grand, en lien avec Val-Fontenay. Si c'est comme ça un Isola qui ne s'inspire pas de tout ce qui a été fait auparavant et qui ne se met pas en réseau avec ce qu'il doit se faire maintenant, ça ne sera peut-être pas d'ailleurs, ou ça se fera contre les intérêts du territoire. Rungis, l'opération qui a été retenue à Rungis est intéressante, c'est un grand équipement notamment culturel autour des jeux vidéo. Bon, mais si ça ne s'articule pas avec la Cité de la Gastronomie dans la constitution d'un pôle de loisirs métropolitain, si ça ne se met pas en lien avec la politique urbaine autour, ça ne se fera peut-être pas non plus. Donc je pense que ce qui va, en tant que métropole, le bilan il va se faire bientôt, demain. On peut le faire à certains aspects aujourd'hui. Il faut donc dès maintenant travailler à la mise en œuvre. Et ça pose la question aussi du coup de la capacité à l'échelle de la ville, comme à l'échelle de sous-ensembles métropolitains, avec la métropole, de travailler à la concrétisation de ce qui a été proposé.